Bienvenue dans LipoFrance, le podcast qui donne la parole aux femmes atteintes de lipœdème. Nous sommes Manon, médecin généraliste, autrice d'une thèse sur le lipœdème, et Léna, infirmière et future ostéopathe. Charlotte, kinésithérapeute, et Harmonie, créatrice de contenu engagé pour la libération corps et esprit, ainsi qu'autrice. Ensemble, nous avons fondé LipoFrance, une association dédiée à la reconnaissance et à la compréhension du lipœdème. À travers ce podcast, nous partageons nos connaissances, nos expériences et des références sur des études scientifiques pour aider chaque personne concernée à mieux comprendre la maladie et à choisir le meilleur accompagnement possible. Notre mission est claire, informer sur cette maladie encore trop peu connue en France, optimiser la prise en charge médicale et ainsi permettre à chaque patiente touchée de disposer d'un parcours de soins cohérent en coopération avec ses soignants. Bienvenue dans LipoFrance, le podcast qui informe et accompagne vers une meilleure prise en charge du lipœdème. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec moi-même Harmonie et Léna. Voilà. Et aujourd'hui, le thème de cet épisode, on va parler des stades, des types et de l'évolution du lipœdème. Parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Donc on va dire que c'est un épisode où on reprend des choses qu'on a déjà dit, mais en condensé. On va vraiment se focaliser sur les différents stades et sur l'évolution de la pathologie. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer, Léna, ce qu'est le lipœdème dans les grandes lignes, faire une redite un petit peu de ce qu'est la pathologie? Alors, le lipœdème, c'est une maladie de la graisse qui va être répartie de façon anormale par rapport à du surpoids simple ou de l'obésité, ou même tout à l'heure, on l'a dit dans un autre podcast, à des plus petits stades où la personne peut être mince, on va voir que la répartition de la graisse n'est pas normale. Quand on regarde quelqu'un qui a un lipœdème, on se dit, bon, dis donc, la répartition de cette graisse est étrangement faite. Cette graisse, elle est récalcitrante aux mesures hygiéno-diététiques classiques, régime hypocalorique, etc. C'est souvent décrit dans les textes que les personnes vont perdre beaucoup de poids quand il y a un régime. Chez une personne atteinte de lipœdème, on va perdre beaucoup de poids au niveau du tronc, au niveau des régions claviculaires, etc. Parfois au niveau du ventre quand le ventre n'est pas touché, mais qu'on va perdre peu de volume au niveau des membres qui sont affectés par la maladie. D'accord. Et cette maladie peut entraîner évidemment des douleurs qui peuvent être très légères à très importantes, même invalidantes. Ça peut entraîner aussi des restrictions de mobilité pure et dure. Et ça va du coup altérer très fortement la santé mentale, puisque comme on l'a dit avec Manon, l'errance médicale pour cette maladie, elle est colossale. Et du coup, forcément, les femmes sont assez isolées avec leur souffrance. D'accord. Donc on reprend, c'est une maladie qui est chronique, oui, hormonale. Oui, alors elle est plurifactorielle comme beaucoup de maladies. Il y a peu de maladies qui sont dues à une seule et même chose, mais il y a une part de vie hormonale, il y a une part de génétique. Et c'est une maladie qui est très subjective, comme beaucoup de maladies, qui va être déclenchée à des moments différents, etc. Mais effectivement, ce qu'on retrouve principalement, c'est ça, c'est la vie hormonale et la génétique. Du coup, on entend souvent parler des stades et des types du lipœdème, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je pense que dans toutes les maladies qui existent, il y a quelques exceptions, mais dans une grande majorité des maladies qui existent, il y a souvent des stades, effectivement, d'atteinte qui vont venir un peu quantifier le degré de gravité, on va dire, de la maladie, du stade où il en est en termes de chronologie aussi. Il est évident qu'un stade 1 sera moins avancé qu'un stade 3. Alors après, il n'est pas question de déterminer de temporalité, c'est-à-dire qu'on peut basculer du stade 1 au stade 2 ou même 3 en très peu de temps. Enfin voilà, ça encore une fois, ça va être propre à chacune. Mais du coup, pour savoir quelles zones du corps sont touchées, ça va être plutôt le type. Et pour savoir à quel point le corps est touché, ça va être plutôt le stade. D'accord. Justement, en parlant de ça, au niveau du développement, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les stades de 1 à 4, les types, donc les localisations, et comment elle peut progresser cette maladie? Ok, il y a 2 spécialistes, je vais dire leur nom, que je vais probablement écorcher, mais j'aime bien rendre leur César à ceux qui ont édité les choses. Donc c'est la classification de Schmeller et Meyer-Volrath. Donc voilà, c'est le nom des 2 médecins qui ont établi cette classification des stades du lipœdème. Tu m'as dit 4 stades. En réalité, il y a 3 vrais stades.
D'accord. du lipœdème, le stade 1, 2 et 3. Le 4e stade, c'est une complication du lipœdème, en général un stade 3, qui va se terminer en lipolymphœdème, qu'on appellera stade 4, mais ce n'est pas un vrai stade comme le 1, le 2 et le 3. D'accord. Du coup, pour le stade 1, je vais vous dire clairement ce qui est décrit dans les textes. Donc la peau va être lisse, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir cet aspect matelassé qu'on retrouve dans les stades les plus prononcés au niveau 2 et 3. Il y a des petits nodules qui sont sous-cutanés, parfois palpables, parfois pas. Et ces petits nodules, ils sont vraiment petits, plus petits. On dit de la taille d'un grain de riz, en gros, quoi. Mais c'est pour les plus gros, quoi, de ce stade-là. Okay. Il y a une augmentation du tissu adipeux, ça on l'a dit. C'est-à-dire qu'on voit déjà que même si la personne est mince, il y a une répartition de graisse qui est anormale. On peut avoir le fameux cuff sign dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, avec cette espèce de petit bracelet, de petits décrochés au-dessus de la cheville. On peut avoir une culotte de cheval un peu proéminente par rapport au reste de la cuisse. Au niveau des bras, c'est pareil. On peut avoir cette espèce de décroché de graisse qui va aller jusqu'au niveau du coude, au niveau de l'arrière du bras. Mais ça va être évidemment bien plus léger que sur les stades les plus avancés. La peau peut déjà commencer à être froide à certains endroits sur les stades 1. C'est pas systématique, mais c'est possible. Et c'est possible aussi qu'il y ait un déséquilibre dans la fonction vasculaire, mais c'est pareil, c'est pas du tout automatique. Et il faut bien partir du principe que certains critères ne sont pas présents, et c'est pas parce qu'ils ne sont pas présents qu'il n'y a pas de diagnostic de lipœdème à poser. Okay ? Donc c'est vraiment hyper important d'être toujours dans cette notion de subjectivité. Dans le stade 2, la surface de peau, ça y est, elle commence à devenir irrégulière. On va avoir cet effet matelassé, un petit peu gondolé de la peau qui va commencer à apparaître. Alors pas forcément sur toute la zone touchée, mais en tout cas à certains endroits. Et cet aspect matelassé, il est essentiellement dû à la fibrose du tissu conjonctif, donc enfin, de la graisse, qui est débutante au niveau du stade 2. Les nodules qu'on peut percevoir à la palpation vont commencer à être un peu plus gros. Donc, il parle de pearl to apple size, donc de la taille d'une perle à la taille d'une pomme. Donc, quand même ça peut être de gros nodules. Et évidemment, on retrouve toujours les mêmes principes, peau froide à certains endroits et potentiellement des dysfonctions vasculaires associées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non seulement une maladie de la graisse, il y a aussi un problème au niveau du système veineux, au niveau des membres. Et le stade 3, lui, pour le coup, les masses, c'est vraiment des masses nodulaires qui vont être palpables. Là, en termes de taille, on peut aller sur des trucs qui sont vraiment très, très gros et du coup, qui sont vraiment tout à fait palpables, même peut-être visibles à l'œil nu. Il va y avoir un relâchement de la peau, de l'élasticité cutanée. C'est pour ça qu'on va souvent voir sur les stades 3, au niveau de la face interne des cuisses, juste avant le genou, des espèces de... Il peut y avoir donc soit une petite poche de graisse sur les stades les plus bas, mais sur le stade 3, on peut avoir carrément des lambeaux de peau, avec des replis de peau graisseux qui font en plus le lit de mycose, si jamais on n'a pas les soins cutanés nécessaires. Et ça va être le plus parlant dans le stade 3, ça va être vraiment ces morceaux de graisse qui tombent de chaque côté du membre. Évidemment, il y a souvent des dysfonctions vasculaires associées, puisque le membre est devenu tellement important qu'il a fini, et la graisse est tellement malade que ça finit par porter atteinte aux structures qui sont adjacentes, dont le système veineux qui circule dans la graisse. Et enfin, pour donc le stade 4, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un vrai stade, c'est une complication du stade 3 où c'est pareil, la graisse est tellement malade, la graisse est tellement inflammée, elle a tellement envahi les membres qu'elle finit non pas seulement par toucher le système vasculaire, mais aussi le système lymphatique, qui est un système qui est complètement à part du vasculaire. Même s'ils sont un peu satellites et qui circulent un peu aux mêmes endroits dans le membre, n'empêche que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Okay. Et donc, du coup, le lipolymphœdème, voilà, il y a un lymphœdème qui va s'ajouter au lipœdème. Et donc, du coup, là, on est sur un combo qui est quand même pas super sympathique. Très récemment, et après le tournage de cet épisode du podcast, une nouvelle approche de la classification des stades a été proposée par les docteurs Al-Ghadban, Evancio, Alfiskar et Herbst au Congrès mondial du lipœdème à Rome. Vous trouverez plus d'informations dans notre e-book récapitulatif du congrès, exclusivement pour les adhérents de LipoFrance.
là, on a parlé principalement des bras et des jambes, Mm. mais comment ça peut évoluer également en fonction des stades, là encore? Alors, le docteur Hertz a fait un article là-dessus. Alors après, c'est pareil, on en revient à la même chose que d'habitude. C'est pas des articles où la cohorte étudiée, c'est pas 2000 personnes. Mais en tout cas, elle a su mettre en évidence quand même, malgré tout, que plus le stade était avancé, plus les zones du corps pouvaient être touchées. Donc on a parlé de l'abdomen, on a parlé du double menton, on a parlé de la bosse de bison, on a parlé des flancs. Enfin voilà, en réalité, voilà, ça peut être évolutif dramatiquement, comme pas évolutif aussi. On en revient à ce qu'on avait dit la première fois, dans les premiers enregistrements de podcast. Il n'y a pas forcément d'évolution négative. Et c'est totalement impossible à prédire aussi. Mais effectivement, ça peut être une évolution très défavorable à la santé, à la mobilité, etc., quand on arrive à des stades 3, 4, etc. Ok. Justement, est-ce que plus on avance dans l'évolution de la maladie, plus on a un stade avancé et plus on a mal? Est-ce que les douleurs sont plus importantes? Non, alors vraiment, c'est le stade du lipœdème et la douleur ne sont pas corrélés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un stade 1 impossible à vivre au quotidien tellement les douleurs sont importantes et un stade 4 absolument pas douloureux qui va être embêtant dans le sens de la restriction de mobilité parce que c'est difficile de déplacer des jambes qui ont pris autant d'ampleur dans les stades importants mais qui ne vont pas avoir forcément présenté de douleur. Donc c'est vraiment, c'est marrant, on fait toujours ce lien avec l'endométriose mais c'est exactement la même chose pour l'endométriose. On peut avoir une toute petite lésion qui semble anodine et être morte de douleur et être envahie jusqu'au diaphragme et ne ressentir aucune douleur. On s'en rend compte parce qu'on fait un pneumothorax d'un coup, quoi. Et là, c'est exactement la même chose pour le lipœdème. Les deux sont totalement... Il faut vraiment les dissocier, en fait. Voilà. Ok. Là, on a parlé des stades, mais on n'a pas encore parlé des types. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce niveau-là? Le type, ça va permettre de voir quelles zones sont touchées grosso modo. Donc, il y en a 5. Et ça détermine en fait à peu près la répartition au final de la maladie. Sachant que cette typologie, elle ne prend pas en compte le fait que ça puisse toucher le ventre ou des zones qui font partie du tronc en fait. Du tronc, pardon. Du coup, le type 1, lui, va toucher principalement les hanches et les fesses, et le haut de la cuisse. Le type 2, il va toucher les hanches, les fesses, les cuisses jusqu'aux genoux. Et on va voir peut-être une formation de repli-graisseux au niveau de la face interne des cuisses, au niveau du genou. Mais par contre, les mollets et les chevilles ne vont pas être touchés. Ou peu. Ou très peu. En tout cas, la répartition de la graisse, visuellement, ne va pas interpeller. Ce qui va interpeller, c'est vraiment ces énormes cuisses, suivies de petits mollets et de petites chevilles. J'exagère le trait, évidemment, pour qu'on se rende compte. De toute façon, on va mettre des schémas pour que les gens puissent visualiser, des photos, etc. Totalement. Le type 3, lui, ça va être global, c'est-à-dire que ça va partir des hanches, des fesses, des cuisses, les genoux, les mollets. Là, c'est le carton plein, c'est-à-dire que vraiment toutes les jambes sont touchées. Le type 4, lui, va toucher les bras. On va voir la démarcation nette au niveau du coude dont on a parlé tout à l'heure, mais lui, voilà, c'est principalement le bras. Parfois, la graisse, elle va aller jusqu'au poignet. On verra la démarcation au niveau du coude, mais elle peut aussi être présente jusqu'au poignet et on aura un petit bracelet comme celui qu'on peut avoir aux chevilles, on peut l'avoir au niveau du poignet. Donc ça, c'est le type 4. Et enfin, on a le type 5, où c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça va être le bas de la jambe qui est touché principalement. La cuisse semble normale, puis d'un coup, on a une grosse jambe au niveau... Alors, jambe, scientifiquement, entre guillemets parlant, anatomiquement parlant, c'est du genou jusqu'à la cheville. D'accord. Du coup, la jambe, donc le bas de la jambe, le bas du membre inférieur va, lui, être touché seul, avec souvent un cuff sign associé, donc le signe de la manchette associé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les types peuvent se combiner entre eux. D'accord. Ou pas, d'ailleurs. Mais on peut très bien avoir un type 1 avec le type, c'est souvent le cas d'ailleurs, un type qui touche les jambes avec le type qui touche les bras. Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça que quand on se fait diagnostiquer en théorie, on va avoir le stade qui est déterminé, 1, 2 ou 3 ou 4, associé à ça, le type. Donc plutôt 1, 2 et 3, 2 et 4, voilà. Ok. Dans cette deuxième partie, on va parler du rapport en fait entre le lipœdème, l'alimentation, les régimes et l'impact que ça peut avoir. Justement, quel lien il y a entre surpoids, régime restrictif, reprise de poids et impact sur le lipœdème? Je pense qu'il y a deux choses à dissocier. Le premier, on en avait déjà parlé, c'est l'histoire du fameux yo-yo.
ça a été prouvé scientifiquement sur une étude d'une énorme cohorte, ça est hyper vieux en plus, ça fait plus de 10 ans, sur les échecs des régimes et la reprise de poids quasi systématique, on va dire, quand un régime hypocalorique est appliqué. Alors ça, c'est pour toutes les personnes, lipœdème ou pas. Dans les textes scientifiques, dans les recommandations internationales, etc., il est souvent stipulé que le lipœdème est sensible à la variation du poids et à aux variations de morphologie. Alors, dans certains textes, c'est morphologie, dans certains textes, c'est poids. Donc, il est évident, du coup, du fait que le lipœdème soit sensible à ça, que l'idée, c'est de stabiliser le poids le plus possible. Il est même dit dans des textes, stricto sensus, que l'objectif pour la femme atteinte de lipœdème, tout poids confondu, c'est la stabilisation du poids, sauf dans les cas d'extrême obésité, effectivement, où après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu et qu'il est conseillé, effectivement, d'essayer de perdre du poids, mais en étant évidemment accompagné par des professionnels de santé qui ne vont pas faire repartir la personne vers du régime hypocalorique et un risque de ne faire qu'aggraver la situation. Donc le lien, en fait, il est simple. C'est juste que tout individu, lipœdème ou pas, va être propice à subir cet effet yo-yo dans 95% des cas, et que le lipœdème, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui revient régulièrement, est sensible aux variations de poids, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est ce yo-yo à répétition. Justement, pourquoi tant de femmes atteintes de lipœdème, elles racontent souvent une vie entière de régime ? Parce qu'on vit dans une société grossophobe. On vit dans une société qui prône la diète culture envers et contre tout. Malgré des mises à jour sur... par exemple, la définition de l'obésité, malgré ce qu'on sait de la fiabilité qu'est l'outil de l'IMC. Malgré tout ça, on continue d'être dans ces vieux travers, en fait, où on fait beaucoup d'amalgames entre surpoids, obésité, santé, etc. Du coup, les femmes qui ont du lipœdème ont commencé à avoir une répartition anormale de graisse à un moment donné de leur vie. Peu importe si c'est après une grossesse, si c'est à l'adolescence, si c'est pour quelques-unes d'entre elles pendant l'enfance ou la préadolescence. Et du coup, qu'est-ce que ces filles ont vécu la plupart du temps ? C'est des mises au régime, tout simplement, parce qu'on n'avait pas forcément la même silhouette que nos copines. Parce que nos copines, elles rentrent dans du 36 et nous, on rentre plutôt dans du 40. Et cette histoire de la taille de pantalon, c'est quelque chose qui, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers français, il y a une omerta sur ce truc, quoi. Donc, malgré le fait que chez chaque marque, on peut faire du 44 dans une marque et du 38 dans l'autre, on continue de penser que, non, il faut surtout pas faire au-delà du 40, quoi, si on est une femme en France. Donc du coup, je pense que c'est aussi simple que ça, en fait. On nous a mis au régime tôt. Et qui dit mise au régime dit effet yo-yo. Qui dit effet yo-yo dit le lipœdème adore ça. Il peut... Alors, on est d'accord que c'est toujours pareil. Il y a toujours quelques cas de femmes pour qui ça n'aura pas été le cas. On est bien d'accord. Mais la majorité des personnes touchées, quand même, auront vécu ce système de yo-yo à répétition. Voilà, tu prives ton corps de graisse, tu lui apprends à fonctionner, cramer de l'énergie comme ça. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il y a une déprogrammation génétique, épigénétique derrière. C'est le CNRS qui a mis ça en évidence, c'est hyper intéressant pour être en mode stockage dès que je vais reprendre à manger normalement. Donc, je reprends du poids, donc mon lipœdème, il s'enflamme. Donc, j'aggrave ma situation. Du coup, je retourne à vouloir perdre du poids parce que je crois que c'est la solution. Et en fait, c'est le chien qui se mord la queue et on s'en sort jamais. Et on va dire en corrélation, on va avoir santé mentale, troubles du comportement alimentaire, bien les estimes de soi, de l'image de soi, dysmorphophobie, etc. Et des régulations métaboliques. Enfin bref, c'est tellement de facteurs que c'est difficile de tout résumer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lien entre lipœdème et ce yo-yo et ce truc-là, c'est parce qu'on vit dans cette société-là, tout simplement. Donc justement, la question suivante, on y a un petit peu répondu, c'est le yo-yo joue-t-il un rôle
dans l'aggravation du lipœdème, ça on y a un peu répondu tout à l'heure. Bah oui, exactement, parce qu'il y a tout ce quand on fait un régime hypocalorique, il y a tout un reparamétrage qui se fait, mais c'est pareil, sur plein de facteurs métaboliques, cérébraux, génétiques et compagnie, qui vont demander à forcer la graisse à fonctionner pas comme elle devrait une fois qu'on va manger normalement. Et comme on l'a dit, du coup, la personne lambda, sa variation de poids, elle va reprendre du poids, ok, mais nous, on va reprendre du poids, mais en plus, on va nourrir la bête, quoi. Et donc, c'est probablement encore pire pour les femmes qui sont touchées par le lipœdème, ça c'est sûr. Super. Dans cette dernière partie, on va justement parler de la différence entre le lipœdème, le lymphœdème et le lipolymphœdème. Est-ce que tu pourrais un peu clarifier les différences ? Pas du tout les mêmes systèmes. D'accord. C'est deux maladies qui affectent pas du tout les mêmes systèmes. Le lipœdème, on l'a dit, c'est une maladie de la graisse. Le lymphœdème, ça va être une maladie du système lymphatique. Le système lymphatique, c'est le réseau qui permet d'éliminer la lymphe, donc qui est un liquide qui circule dans le corps, qui est chargé d'éliminer des déchets notamment, et qui vient se drainer en gros dans des veines du haut du corps. Je schématise. D'accord. Le lymphœdème, donc c'est une atteinte de ce système-là, de la structure de ce système-là, tout simplement, comme on pourrait avoir une varice qui est une altération de la structure de la veine. Pour le lymphœdème, c'est exactement la même chose. D'accord. Du coup, il y a plusieurs types de lymphœdème aussi, comme on a vu tout à l'heure pour les stades et les types du lipœdème. Alors, c'est pas vraiment des types, mais c'est plutôt des notions de primarité. Du coup, on peut naître avec un lymphœdème. C'est un lymphœdème qui est congénital, il est acquis, il est là, on l'a dès la naissance et on l'aura pour toute sa vie. Donc du coup, le lymphœdème primaire, et ensuite on a aussi des lymphœdèmes secondaires qui sont souvent consécutifs, soit un traumatisme, soit une chirurgie, dans le cas par exemple des cancers du sein. Du coup, à quoi ça ressemble le lipœdème, le lymphœdème et le lipolymphœdème ? Ok. Alors, le lipœdème, on en a parlé 1000 fois. Je vais pas réexpliquer la répartition de la graisse anormale, etc. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est que dans le lipœdème, ça va toujours être bilatéral. Il n'y a pas d'exception. Si c'est bilatéral, si c'est unilatéral, c'est que c'est pas du lipœdème. Le lipœdème touche les deux membres systématiquement, les deux bras, les deux jambes, mais ça peut pas être que l'un des deux. C'est pas possible. Donc il y a une notion de bilatéralité dans le lipœdème. Dans le lymphœdème, c'est plutôt l'inverse. Surtout sur les lymphœdèmes primaires, qui sont là depuis toujours, ça va plutôt être unilatéral. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul des membres qui est touché. Dans les lymphœdèmes secondaires, c'est pareil. En général, c'est suite, je disais, à un traumatisme, à une chirurgie du cancer du sein, etc. Souvent, ça va plutôt être un membre. Après, ça peut arriver qu'il y ait les deux. Si on a été opéré des deux seins, par exemple, et qu'il y a eu des curages ganglionnaires sur les deux bras, sur les deux seins, c'est possible. Donc là où c'est plus compliqué, ça va être sur le lipolymphœdème, puisque du coup, on a une combinaison des deux atteintes. Donc on va avoir la bilatéralité du lipœdème, mais on va avoir par-dessus ça, du coup, le système lymphatique qui est quand même touché. Et donc peut-être sur les deux côtés. Donc en fait, du coup, ça peut complètement se confondre, les deux peuvent se confondre complètement. Un moyen qui est assez marquant pour vous différencier, c'est souvent de l'œdème qui va toucher les mains et les pieds. D'accord. En général, dans le lipœdème, les mains et les pieds sont épargnés dans la plupart des cas. Dans la majorité des cas, le lipœdème ne va pas venir toucher les mains, les pieds. Sur le lymphœdème, dans les stades les plus avancés, on peut avoir des œdèmes de la main, des œdèmes des pieds. D'accord. Et on va avoir le signe du godet qui est très important, c'est-à-dire qu'on va appuyer avec son pouce sur le membre touché. Et si la marque reste, c'est que c'est plutôt un œdème de lymphe plutôt qu'un œdème de graisse. Ok. Super, merci Ina pour toutes ces précisions. Est-ce que tu pourrais nous faire un point rapide pour un petit résumé en quelques mots de ce qui est important de savoir du coup sur le lipœdème et le lymphœdème ? Que c'est important quand on s'est diagnostiqué d'essayer d'avoir son stade, d'avoir son type. Ça permet en plus d'avoir un outil d'un point de départ, de savoir si la maladie évolue ou pas. C'est aussi à ça que ça sert un diagnostic. Il est important aussi effectivement de voir si il s'agit bien de lipœdème et pas de lymphœdème. Après on a identifié des choses qui pouvaient nous mettre la puce à l'oreille sur plus une chose que l'autre.
Et après, effectivement, moi j'en reviendrai toujours à ça, c'est-à-dire que j'encourage tellement les patientes à essayer de stabiliser leur poids et de sortir de cette démarche de vouloir perdre du poids à tout prix. Encore une fois, je mets l'accent là-dessus. Il est évident que je ne parle pas l'IMC, bref, vous avez compris, très 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 avancé, où les gens se mettent en danger au niveau de leur santé. Mais par contre, même sur des très gros IMC, pour moi, le but c'est de se stabiliser clairement, quoi. D'accord. Je te remercie beaucoup, Léna, pour toutes ces précisions. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à nous laisser sur YouTube, sur les réseaux sociaux, des questions, s'il faut préciser encore certaines choses, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et on se dit à très bientôt. Merci, Léna. À bientôt.